manga yo. Oh maman dorilo yo nzambele. Oh yo. Oh yo. Oh coco. Jembe me use yo akule. Manu shankam je momboalila. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf littéraire qui reçoit aujourd'hui un jeune très talentueux. Alors que plusieurs jeunes Africains sont englués dans les religions imposées par l'Occident et le monde arabe, lui a décidé de retourner aux sources et de comprendre, de partager la richesse culturelle, la richesse traditionnelle, la richesse spirituelle de sa région avec les jeunes Africains qui voudraient bien le suivre. Et il ne fait pas qu'en parler sur les réseaux sociaux, il vient de commettre ce livre intitulé « Le culte ancestral en Afrique, le crâne chez les Bamileke », tome 1. Lui, c'est Wambe Siake Koyep. Bonjour Wambe. Bonjour grand frère, bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va bien et toi-même? Je vais très bien comme un franco-bamileke. Hein? Franco-bamileke, fier de l'être? Oui, très très fier de l'être, Franco. Toi, tu es italo-bamileke un peu, tu vis en Italie? Oui, je vis en Italie, où j'ai mené toutes mes études universitaires, mais je reste très attaché à mes origines camerounaises et très attaché à ma culture aussi. Bamileke. À ma culture bamileke. Il ne faut pas avoir honte de le dire, hein? Bon, donc c'est un Italo-Bamileke, si vous voulez, comme il y a des Canado-Bamileke désormais, des Germano-Bamileke désormais, des Américano-Bamileke. Voilà. Est-ce que ça te choque lorsque quelqu'un dit être franco-bamileke? Ça te choque? Non, ça ne saurait me choquer. Il faut simplement s'assumer. Ça fait partie de le fait de s'assumer. Parce que si quelqu'un s'assume, pourquoi le condamner pour ça? Voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez être Franco et Wondo, Franco Tchangou, Franco Boulou, Franco Bassa, ça ne gêne personne, c'est normal, il faut assumer ces traditions. Alors, merci à toi, cher petit frère, d'avoir commis ce livre préfacé par Ama Mazama. Qui est Ama Mazama? Alors, Ama Mazama est une prêtresse vaudou qui vit aux Caraïbes et qui travaille beaucoup pour l'éveil spirituel du peuple noir en général. Et bien voilà, donc c'est une dame très brave que j'avais contactée. Je lui ai proposé de préfacer ce livre, très gentille, très ouverte. Donc elle a accepté, je lui ai envoyé le livre complet et après quelques semaines elle m'a répondu. C'est une que je suis beaucoup, que je lis aussi beaucoup et de qui je m'inspire entre autres. Très bien, on va essayer de mieux te connaître. Hein. Je lis ici, je vois que tu as exclu tous les prénoms occidentaux qu'on t'a donnés. Je ne vais pas les dire car tu as choisi de ne pas les écrire. Donc, Mwambe Siake Koyep est titulaire d'un doctorat, PhD en études comparatives à l'Université de Rome, Tor Vergata. Je prononce bien? Ah oui, c'est Tor Vergata. Tor Vergata, Capito. Et c'est benissimo. Voilà, Capito, c'est le seul mot que je maîtrise en italien parce que ça veut dire bien entendu, bien sûr. Hein. Bon, la première fois quand j'allais en Italie, j'entends Capito, je me dis, c'est quoi ce pays où tout le monde parle d'argent? C'est pas ça. Donc, passionné de langues et cultures, il oriente ses recherches vers la linguistique, de même que les rites et traditions africaines pour lesquelles il avoue ressentir un intérêt particulier. Se définissant comme libre penseur, il est entre autres, donc, tu es entre autres animateur, médiateur linguistique et intellectuel, non sans excès dans la pratique des chants et danses traditionnelles que tu dis aider le reste à connecter aux ancêtres. Oui, qui m'aide à me connecter aux ancêtres. Donc la pratique des chants et danses traditionnelles concourt à me connecter davantage à mes ancêtres. Tu te doutes que je ne vais pas te laisser t'en sortir comme ça, il va falloir chanter un tout petit peu un truc de ton village qui te fait connecter à les ancêtres. Oh lolo, me fais que tu enlèves.
Me pekechi angelea ye manga yo o mama dorilo yo nzambele o yo o yo o koko chimbe pe me uze yo akule manu shankam je mombwalila no nyasiro mombwalile o wa yo no ape halo ololo Bravo. Super ça. Merci. C'est toi qui l'as écrite, hein? Oui. Waouh. Dis donc, pourquoi je t'ai pas connu avant? Bon, pour vous présenter ce livre, chers téléspectateurs, je vais lire la 4e de couverture et on va commenter cela. Le présent essai, c'est un essai, il faut le dire. Le présent essai se veut un guide dans la pratique du culte ancestral chez les Africains en général et Bamileke du Cameroun en particulier. La pratique des rites aux ancêtres a pendant longtemps été décriée par les religions du livre, poussant aussi de nombreux Africains à se détourner de cette pratique ancestrale qui reste l'un des piliers fondamentaux de leur tradition spirituelle. Dans l'optique d'aider ceux-là qui, confrontés à la réalité des faits, aimeraient retourner vers leur point de référence, nous avons pensé cette œuvre qui, bien que modeste, aborde de façon détaillée, sinon toutes, presque toutes les étapes obligatoires et volontaires dans la pratique du culte d'offrande aux ancêtres chez les Bamileke, accompagnées d'images authentiques prises pour la plupart sur le terrain durant le travail de recherche. De par son caractère pratique et démonstratif, cet essai à caractère anthropologique contribue de manière significative à mettre les Africains face à eux-mêmes, tout en réitérant de façon simple l'impératif d'un retour à la spiritualité ancestrale pour un plein épanouissement des individus, des communautés et donc de la nation tout entière. Cette 4e dit presque tout sur le livre. Hein? Exactement. Exactement. Alors, ce livre, comme on l'a lu dans la 4e de couverture, a été écrit bien entendu pour aider ceux-là qui voudraient se reconnecter à leurs ancêtres mais ne savent plus comment procéder. Parce que nous avons constaté qu'avec l'avènement des religions importées qui malheureusement ont littéralement imposé, parce que oui, aucun noir n'y a jamais allé importer les choses, hein, on leur a imposé. Et imposé, importé et imposé par ceux-là qui, à un certain moment donné, ont jugé bien d'aller imposer leur vision du monde aux autres. Alors, beaucoup d'Africains ont été obligés d'abandonner leur culture. Mais aujourd'hui, on est en train de constater depuis les dernières décennies que nombreux sont ces Africains-là qui se rendent compte de la supercherie et qui ont besoin de retourner vers leur culte ancestraux, vers leur culture ancestrale, mais ne savent plus très bien comment s'y prendre. Vous savez, le travail a été très bien mené, pensé à l'amont, avant d'arriver au niveau d'imposer ces religions aux Africains. Quand ils arrivent chez nous, avec, nous savons tous, la Bible en main et puis les armes en poche, ils l'ont imposé d'abord en commençant par l'éducation. Vous savez, toutes les premières écoles en Afrique étaient des écoles confessionnelles. Tout à fait. École catholique, école protestante et puis école musulmane, ça s'appelle coranique, exactement, pour les autres. Mais on va se focaliser sur les écoles chrétiennes, c'est-à-dire catholiques et protestantes. Là, dans les écoles, quand ils arrivent et qu'ils veulent parler de leur Dieu à nos parents qui déjà connaissaient Dieu, nos parents se sont mis à rire. Ne pouvant pas, n'est-ce pas, leur imposer malgré les guerres, les parents ont perdu. Donc, ils ont dit, puisqu'on ne peut pas convertir les parents qui sont déjà matures,
structure, on va passer par les enfants. Pas les enfants à l'école. Et en passant par les enfants, la stratégie première, c'était l'école. On dit, allez, on met l'école. La première école, c'est l'école protestante, l'école catholique. Toutes les confessions religieuses en Afrique avaient une école. Commencez par les écoles. À côté de l'école, on met un petit dispensaire pour soigner. Et puis on vous fait comprendre après, on met une église à côté. Qui est le bâtiment le plus imposant du village. Exactement, le mieux construit, ainsi de suite. Et alors, dans ces écoles, on commence d'abord, tous les matins, c'était un cours de catéchisme. Le catéchisme était obligatoire pour tout le monde. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui me ramène 40 ans en arrière, car j'ai été à l'école catholique Notre-Dame de Victoire d'Nkoloé. Voilà. Alors, tous les matins, on commence par le catéchisme dans lequel on va enseigner des prières. Et dans ces écoles, on imposait un certain nombre de comportements aux enfants qui concouraient à les éloigner davantage des rites traditionnels. Alors, ces enfants qui ont fréquenté dans ces écoles, après certains étaient promus pour entrer au séminaire parce que le colon savait que dès que nous allons partir, c'est ceux-là qui vont prendre la relève, ils vont continuer à abrutir leurs frères à notre place. Exactement. Donc, ceux-là, c'est ceux à qui on a laissé le soin de continuer à abrutir leurs frères à la place du colon qui s'est retiré, mais qui manipule tout du derrière. Donc, à travers ces écoles, ces enfants, ils ont fait ces écoles, ils ont grandi. Mais la culture africaine était une culture d'essence initiatique. Donc, après un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, il y avait des rites qui étaient faits. Le rite d'initiation, par exemple la circoncision, le rite pour jeter la poule de chance qu'on appelle le ngambo. Le ngambo, par exemple, à partir de 14 ans. Ou chez les Bafoussam et les Baleng, le preux. Ou chez les Banjoum, le Tojom, tout ça, oui. Sans compter les rites de Nyang, et ainsi de suite. Donc, les enfants qui ont donc grandi dans ce contexte religieux commencent donc à rejeter ces pratiques-là en se basant sur la religion, ce qui leur a été enseigné à l'école. Ce qui fait qu'à un certain moment, ça commence à créer une distanciation entre les parents et les enfants. Et c'est d'ailleurs pourquoi, très souvent, on entendait dire nos parents, « Ah, l'école du blanc t'a gâté. L'école du blanc t'a gâté. C'est-à-dire qu'après avoir fait cette école, tu commences à tout critiquer, tu commences à tout voir en mal. Non, à l'école on dit ceci, à l'école on dit cela. Voilà donc comment ces écoles, je peux en parler jusqu'à plus tard, mais bon, c'est un contexte historique. Je sais. Donc voilà comment ces écoles ont contribué à détruire. À la page 22, moi, vous dites ceci, l'homme africain est un croyant né. Il n'a pas attendu les livres révélés pour acquérir la civilisation de l'existence d'une force, puissance, source des existences et motrices, des actions et mouvements et êtres. C'est bien ce que vous expliquez là. L'homme noir avait déjà une croyance. D'ailleurs, le roi Baudouin l'avait dit, hein, vous y allez, n'allez pas parler de Dieu, ils ont déjà un Dieu. Votre mission, c'est de faciliter la tâche de l'exploitant. Exactement. C'était bien cela. Exactement. C'est d'ailleurs pourquoi on les appelait missionnaires, parce qu'ils étaient en mission. Ils étaient en mission commandée avec une feuille de route, celle-là de contribuer à éloigner les Africains de leurs racines, sachant qu'un arbre qui n'est pas assez ancré dans ses racines est facilement déracinable. Et c'est ce qu'ont subi les Africains. Une fois éloignés de leurs racines, de leur culture, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent la cible de toute attaque. D'accord. On voit ici en page 63 de très belles images. Ce sont le lieu sacré à Bagante est représenté par des pierres avec l'abondance d'huile de palme, de sel, de cola, des résidus de gâteaux de maïs. Que représente cette image-là? Alors, cette image, c'est un lieu sacré. Il faut savoir que les lieux sacrés en Afrique en général et à l'ouest des camps en particulier sont diversifiés. Les lieux sacrés, ça peut être une grotte, ça peut être un cours d'eau, ça peut être une forêt, ça peut être un arbre, ça peut aussi être un amas de pierres, comme nous voyons. Et ces lieux sacrés, généralement, sont les résidences d'un esprit bien précis, vers qui on se tourne pour demander certaines grâces. Donc, comme les Occidentaux se tournent vers Jésus ou le ciel ou Marie pour demander des grâces. Et vers les croix aussi, par exemple. Les croix aussi. Alors, les Noirs avaient... Oui, ils ont le lieu sacré à eux. Et maintenant, en ce qui concerne les lieux sacrés, il y a les lieux sacrés familiaux, il y a des lieux sacrés ethniques, comme il y a des lieux sacrés pour le village. Donc, vers ces esprits, on demande donc des grâces, on demande des bénédictions. Et pour ceux, il faut leur offrir quelque chose en échange pour pouvoir diviser. Une offrande. Oui, bien sûr, il faut leur offrir une offrande. Bon, là, généralement, chez nous, c'est de l'huile de palme,
du sel et aussi des gâteaux de maïs, du jujube, de la cola. Donc ça varie sur la base de la demande que nous sommes en train de faire. Tu as oublié le vin de palme. Oui, le vin de palme aussi dans certains cas. Je suis bamiliqué. Oui, ça se voit. Donc, alors, tu t'es focalisé sur l'extraction des crânes chez les Bamileke. Qu'est-ce que cela symbolise, l'extraction des crânes chez les Bamileke? Alors, l'extraction du crâne chez les Bamileke serait comparable à ce que l'Église catholique appelle la canonisation. C'est-à-dire le fait de remettre l'ancêtre au centre de la vie du commun des mortels que nous sommes. Et c'est une pratique qui existe depuis l'Égypte antique, qui part de l'Égypte antique avec les Bamileke depuis leur exode fuyant l'islamisation des Arabes qui sont arrivés par le Nord et qui se sont... J'ai une autre version de cette affaire. Ah oui, bien sûr. Dans mes recherches, d'il y a 17 ans, bientôt 18 ans, validées par le professeur Maurice Dorès, qui est professeur à Paris 7 et à l'Université de Tel Aviv, je l'avais intitulé Les Bamileke, un peuple redescendu d'Israël. J'ai trouvé que nos traditions sont des anciennes traditions juives et arabes. Ancienne tradition juive et arabe, peut-être. Moi, je me base sur les travaux de Dieudonné Toukam, qui s'inspire aussi de l'égyptologue Mustapha Gadala. Et dans le même ordre d'idées, l'extraction du crâne chez les Bamileke concourt un peu, vient de la momification. Donc là, c'est assez bien expliqué. Peut-être il peut avoir des troncs communs, entre autres, mais c'est une piste qui peut encore être explorée et mieux présentée. Le jour où je serai invité à l'émission, j'exposerai ma thèse, mais nous sommes dans le même axe, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ce culte des crânes, donc, ça permet de faire revenir l'ancêtre parmi les vivants et de pouvoir donc l'invoquer. Parce que tant que le crâne n'est pas prélevé, on ne peut pas offrir à manger sur le crâne de l'ancêtre. Et offrir à manger signifie vivifier l'esprit de l'ancêtre afin qu'il puisse être plus actif à pouvoir faire l'intermédiation entre ses enfants qui lui rendent cet hommage et le divin. La canonisation, tant chez les Bamileke que chez les occidentaux blancs et même à l'église catholique, est symbolisée par l'extraction du crâne qu'on place dans un coin de choix dans les maisons et on vit avec. Chez les blancs, je peux faire trivialement appeler le vrai nom, chez les blancs occidentaux et même au Vatican, l'extraction d'un crâne n'est pas vécue comme étant quelque chose de mauvais en soi. Absolument. Mais ces missionnaires, ces occidentaux qui ont imposé la religion chrétienne en Afrique disent que chez les Bamileke, l'extraction des crânes relève des effets maléfiques. Comment expliquer cela? Non, je l'ai dit dans l'entame de mes propos, c'est simple, n'est-ce pas? On sait que l'Africain qui est attaché à ses ancêtres, c'est un Africain qui est fier, qui est content, qu'on ne peut pas déraciner ou qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment. Alors pour manipuler et dominer les Africains, il faut d'abord les éloigner de ça. Sachant que quand ils sont éloignés de leurs ancêtres, ils n'ont plus la protection spirituelle nécessaire pour pouvoir tenir tête ou bien pour pouvoir se développer et s'auto-affirmer. Oui, s'auto-affirmer. Oui, et s'auto-affirmer. Alors on les coupe, on a coupé les Africains sur plusieurs plans, même si je me focalise exclusivement sur le culte ancestral. Et il y a aussi au niveau du nom, au niveau des langues, au niveau de la religion, au niveau même des rapports entre les aînés, les cadets, entre les parents et les enfants. Donc ça a été un plan machiavélique qui a été mis en place, qui a été correctement mis sur pied dans l'optique de détruire et de dominer les Africains. Donc voilà, quand on nous demande de ne pas faire ces rites à nos ancêtres, mais par contre on nous demande d'aller prier sur les crânes. Vous voyez les Africains, ils vont à Lourdes, ils vont à Rome, ils vont à Jérusalem, ils vont ici. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de lieu sacré chez eux, mais c'est ailleurs qu'ils ont des lieux sacrés. Qu'ils croient avoir des lieux sacrés, entre autres. C'est quand même aberrant, vous comprenez un peu. Mais franchement, à un certain niveau, il faut observer ce terme. On dit franchement les Africains que Dieu vous garde. Mais nous continuons à faire notre travail de sensibilisation.
ceux qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus, nous restons disponibles. Ben, ceux qui veulent en savoir plus n'ont qu'à se procurer ce livre de Wambe Siake Koyap intitulé Le culte ancestral en Afrique, en sous-titre Le crâne chez les Bamileke, tome 1. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre, Wambe? Alors, ce livre est disponible à Paris, à Taméry. La librairie Taméry. La librairie Taméry. Mais aussi, ceux qui veulent obtenir le livre peuvent me contacter directement parce que je fais aussi les expéditions avec dédicaces. Le contact, il faut que tu me le donnes, que je le sous-titre. D'accord. Tu peux le dire quand même, dis-le avant que je le sous-titre. Ah ouais, d'accord. Alors, les contacts, ils sont, c'est le 0033 7 ou bien 07 pour ceux qui sont en France, 51 59 60 63. Et pour ceux qui sont en Italie? Pour ceux qui sont en Italie, c'est le 0039, il y a 39 25 27 96 10. Y a-t-il une adresse email? L'adresse email, c'est eriksiake@yahoo.fr. Alors, tu n'as pas pu changer, hein? Tu as gardé Eric là-dessus? Parce que je l'ai depuis près de 17 ans. Plus de 17 ans, j'y pense. Ben, j'ai un autre, mais c'est ceci qui est. D'accord. Je travaille le plus avec. Oui. D'accord. Le rapport homme-divinité, on peut lire ce chapitre 2-4 qui nous enseigne beaucoup sur le rapport entre les hommes et leur spiritualité, les hommes bamileke spécifiquement. C'est bien ça, parce qu'on parle de Bamileke. Ben, on parle de Bamileke, ben, je voudrais quand même dire que je suis parti du macro au micro. D'accord. Donc, déjà particulièrement, les chapitres 1 est consacré exclusivement au Bamileke, leur origine, leur organisation sociopolitique, culturelle. Ben, dans le chapitre 2, ça se refait beaucoup plus à l'Afrique, donc je fais une comparaison entre la spiritualité en Afrique même, en général, et puis celle des églises importées, mais avec un appui beaucoup plus sur la spiritualité. Donc, par rapport aux 2-4, le rapport entre l'homme et les divinités, il faut simplement savoir que nous vivons dans un monde et nous vivons dans un contexte de vie auquel nous avons accès. Mais ceci n'exclut pas qu'autour de nous vivent des divinités que nous ne voyons forcément pas. Et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas que ça n'existe pas. Nous vivons dans un monde, mais autour de nous, il y a d'autres mondes. Et ce sont ces divinités qui concourent à nous maintenir et à nous aider à croître de manière spirituelle. Et avant d'y arriver, il est bien de savoir que dans le contexte africain, dans le contexte spirituel africain, le Dieu conçu comme, que j'appelle d'ailleurs si, parce que pour éviter les dichotomies très souvent, moi, tous les noms spirituels africains, je les utilise en langue fait dans le livre, avec explication pour éviter des incompréhensions. Donc notre si à nous, qui est Dieu, après la création du monde, il s'est retiré et n'intervient pas dans les affaires des humains. Il a délégué cela aux esprits. Donc, dans la culture ancestrale africaine en général, Bamileke en particulier, on ne prie pas Dieu, mais on remercie Dieu, on lui fait des éloges, on lui fait des remerciements pour la vie, pour le souffle, pour la création, ainsi de suite. Mais quand on a un problème, c'est vers les esprits qui sont considérés comme ces métastases qu'on se tourne. C'est pourquoi chez nous, on a l'esprit du feu, l'esprit de la forêt, l'esprit de ceci, qu'on appelle aussi Dieu. À Babouantou, par exemple, où je suis originaire, il y a par exemple le Sien Ndarké, qui est Andak, c'est-à-dire le Dieu de Ndarké. C'est le Dieu qui protège tous les ressortissants du quartier Ndarké, qui est un quartier de Babouantou. De même qu'il y a aussi un Dieu, c'est-à-dire tutélaire des Babouantou. Et il y en a aussi dans des forêts sacrées, c'est vers ceux-là qu'on se retourne quand on a un problème et vers qui et dont on demande une grâce, une bénédiction ou bien la résolution d'un problème, mais et non vers Dieu le Créateur. Ce qui crée déjà une différence entre la conception de Dieu chez nous en Afrique et dans le christianisme. Donc c'est ça que je demande. Ces dieux sont des intercesseurs. Exactement. Voilà, comme pour vous les chrétiens, Jésus est votre intercesseur. La seule différence, que Jésus serait le fils unique d'un Dieu et vous êtes le fils de qui, du chien? C'est la question que je me pose souvent. Bon, il faut dire que gamin, quand nous allions à l'ouest du Cameroun, région Bamileke, nous passâmes dans des endroits où nos tantes, nos grands-mères nous disaient « dites bonjour ». On disait « on va dire bonjour à qui ?» Je dis « mais il y a des gens là, tu vois là c'est l'endroit sacré, il faut dire bonjour, il y a des gens là ».
et on leur disait bonjour, et parfois on nous permettait de jeter de la nourriture à cet endroit-là. Tu as vécu cela? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont des endroits qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut le savoir. Le rapport entre l'homme et les divinités est le rapport tel qu'expliqué. Donc, il y a des divinités qui nous entourent et qui nous devons vouer respect et... Voilà. Donc, on a évoqué le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 même, le culte ancestral chez les Bamileke. Chers téléspectateurs, vous voulez en savoir plus, il suffit de vous procurer ce livre. Est-ce qu'on ne peut pas encore le trouver sur les grands sites de vente en ligne là? Pas encore? Nous y travaillons. Vous y travaillez donc. Ouais. Quand ça sera fait, il faudra m'informer afin que je l'inclue dans le texte qui accompagne cette émission, afin que les gens se le procurent. Voilà. Quatrième chapitre, c'est le rite d'offrande en soi. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce chapitre, le rite d'offrande en soi, je parle des catégories d'offrandes qu'on peut faire à un ancêtre. C'est important de le savoir parce que durant nos recherches et puis les échanges avec des frères qui veulent retourner aux sources, très souvent on dit à quelqu'un, bon voilà, il faut donner à manger à ton papa ou bien à ton grand-papa, mais ils ne savent pas comment ça se passe, comment mixer, qu'est-ce qu'on prend, quels sont les ingrédients nécessaires pour le faire et aussi comment ça se passe. Je voudrais mentionner un tout petit peu, bon, aux hommes, généralement, ce sont des offrandes de chair qu'on fait, alors qu'aux femmes, ce sont des offrandes de chair, on va dire, la chair. De chair, oui, pas de chair humaine. Non, pas de chair humaine, absolument pas. Les Occidentaux vont dire, ils sont cannibales, ces Africains. Non, c'est la chair. Bon, si on entre bien dans l'histoire, on saura qui est vraiment cannibale que l'autre. Donc là encore, c'est un discours sur lequel on peut débattre pendant longtemps. Donc je dis des offrandes de chair, de coq ou bien de chèvre. Mais chez les ancêtres, rarement, on offre la chèvre, c'est généralement le coq. Le coq, oui. Les chèvres interviennent pour des offrandes aux esprits. Quand on va dans une forêt sacrée, dans une grotte, dans un cours d'eau, c'est là où on veut des chèvres parce que c'est assez costaud. Et la qualité de l'animal à offrir dépend du péché à expier. Bon, chez les ancêtres, c'est le coq chez les hommes. Et chez les femmes, c'est généralement ce qu'on appelle le na. On dit qu'il faut donner le pou bien le na, on dit na, c'est-à-dire c'est le thème donné à manger, mais en principe c'est na qui a une autre connotation qu'on ne peut qu'expliquer en français parce que les traductions ne sont pas vraiment similaires. On ne parvient pas à trouver l'équivalent ça perd de son sens. Voilà, exactement. Et là, ce que je voudrais mentionner par exemple, quand on veut donner à manger de chair à un parent, par exemple, qui est décédé par effusion de sang. Son coq, on ne le zigouille pas. On doit le tuer de manière dure. Arracher la tête, par exemple. Et le sang le verser autour du crâne avant de briser le coq, faire la misture et offrir. Ce qui est différent de l'offrande du coq à quelqu'un, un parent qui est décédé par exemple d'une maladie naturelle, par exemple, où le coq est zigouillé. Voilà, par exemple, des petites différences que les gens ne connaissent pas, ils vont faire. Et après, quand ils retournent, on dit ce que tu allais faire au village, ça n'a pas marché. Parce que la procédure, ils ne savent pas. La tenue. Quelle est la procédure? On commence par quoi? Comment on se tient? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est de ça que je parle en fait dans ce chapitre. Et c'est très important de le savoir avant d'y aller. C'est important de le savoir. Alors, le rite de purification, tu vois de quoi je parle? Quand on prend un coq, on tourne sur la tête plusieurs fois avant de le zigouiller. Est-ce que tu sais que chez les Juifs, ils ont les mêmes rites? Oui, chez les Juifs, ce rite s'appelle le kaparo. Voilà. Le kaparo. Qui est très similaire au rite, à ce rite de Bamileke où on prend le coq. En fait, l'objectif de ça chez les Bamileke, c'est pour enlever toutes les malchances que l'enfant ou bien le patient a. On le transfère de manière mystique, spirituelle vers le coq avant de l'expier, justement. Donc, bien entendu, c'est un rite qui existe aussi chez les Juifs. Curieusement, chez eux, c'était un rite normal, même quand ils le font avec une poule blanche. Alors que chez les Bamileke, on vient condamner cela. Oh non, c'est pas bien, c'est de la sorcellerie. Et certains, malheureusement, tombent dans ce piège. Alors, je le dis parce que j'ai des amis Bamileke qui me disent « Oh, ces histoires qu'on fait chez Bamileke, là, c'est quoi? L'église interdit ça. » Je leur dis « Si vous saviez,
même chez nos amis juifs qui sont blancs de peau et qui seraient le peuple élu, ce rite-là est pratiqué. Pourquoi chez vous ce serait de l'idolâtrie? Pourquoi? Voilà pourquoi je t'amène sur ce terrain-là, afin que ceux qui vont nous suivre comprennent qu'on leur a longtemps raconté des bêtises. Voilà, nos rites sont sacrés et il va falloir y retourner. Ce livre va fortement vous aider à y retourner. Si jamais vous ne pouvez pas contacter Webé, contactez-moi sur www.jmtvplus.com et je ferai le lien. Alors, dans le 5e chapitre, tu parles de l'importance du rite et anecdote. Hein, c'est que anecdote en effet empirique. De quoi s'agit-il? Alors, l'importance du rite, j'explique simplement en quoi il est capital, n'est-ce pas, de pratiquer ces rites d'offrande aux ancêtres. À quoi est-ce que cela nous sert, tout en expliquant, n'est-ce pas, les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés au cas où nous nous éloignons de ces pratiques. Et ce sont des problèmes auxquels nombreux sont nos frères, malheureusement, qui sont confrontés aujourd'hui. Et très souvent confrontés à cette situation, ils ne savent pas que c'est un problème qui pouvait être résolu par une offrande au village, une simple offrande de 5000 francs, mais qui vont s'endormir dans les églises et croient aux pasteurs qui leur promettent monts et merveilles et qui, prennent très souvent les vides les poches. Donc, il est important de pratiquer ces rites parce que ces rites nous permettent de rester attachés à nos ancêtres, d'avoir les pieds solides, d'être assez enracinés et de mieux appréhender le monde. Maintenant, quelques exemples empiriques. Là, je parle des exemples collectés des différents témoignages que j'ai eus durant mes recherches et l'écriture de ce livre, où des personnes, par exemple, après avoir fait un rite, expliquent avoir reçu l'ancêtre en rêve, qui avait un problème, après être allé au village, fait le rite, le problème s'est décanté. Oh, j'avais déposé le dossier depuis là-bas, on m'a tourné, pour finir, quelqu'un m'a dit d'aller au village, je suis allé, j'ai fait le lendemain, on m'a appelé que le dossier là, c'est bon de passer, j'avais telle personne, je ne parvenais pas à coucher. Donc, il y a tellement d'exemples du genre patent dans lequel je parle dans ce 5e chapitre. Je peux faire un témoignage? Bien sûr, bien sûr. Voici 1 an que je suis malade, j'ai été opéré 2 fois. En juin dernier, juin 2022, il avait été décidé de me réopérer pour une 3e fois. On m'a dit de faire ce qu'il fallait faire dans mon village. J'ai envoyé des gens le faire. Je suis retourné faire un scanner vendredi 7 octobre 2022 et on a exclu la 3e opération qui était prévue. Et on m'avait prédit au village que maintenant qu'on a fait ce qu'il fallait faire, on te parlera plus de cette 3e opération. Et 2 mois après, j'arrive au scanner, on fait tout, on me dit non, il n'y a plus de 3e opération possible. Ce sont des choses vraies. Voilà des choses que je vous parle, j'ai vécu, ceux qui me connaissent savent que je dis la vérité. Donc, ce que tu dis dans ce livre, je l'ai expérimenté, je suis en train encore de l'expérimenter. Voilà, chers téléspectateurs et chers frères africains, Bamileke, et même, pourquoi pas, Ewondo, retournez aux sources. Quand vous irez vous remettre avec les vôtres, vous reconnecter avec vos ancêtres, vous verrez que votre monde irait nettement mieux. Il y a quelque chose ici qu'il faut expliquer aux gens, Webé. Oui. Je constate, et ceci est un signe positif chez les Bamileke, lorsqu'on fait des sacrifices, si des fourmis n'approchent pas ces sacrifices, cela signifie que ça n'a pas marché. C'est la raison pour laquelle tu as mis cela en couverture. Exactement. Vous savez, avant de choisir cette image, j'ai pris plusieurs images sur le terrain. J'ai choisi cette image pour expliquer en fait ça, qu'en lisant ce livre, tous les sacrifices que vous ferez en suivant les préceptes tels qu'expliqués dans le livre vont marcher. Il y aura toujours les fourmis sur vos offrandes, preuve que votre offrande a été acceptée et votre problème sera résolu. Est-ce que dans tes recherches, il t'est arrivé de tomber sur des sacrifices qui n'ont pas attiré de fourmis du tout? Des sacrifices qui n'ont pas attiré de fourmis, non, je n'ai pas rencontré. Je n'ai pas vu. Donc, ce qui aussi est bon signe, même pour moi, parce que si je fais des recherches et que j'arrive quelque part où ça coite,
Alors, il faut déjà se poser la question si les ancêtres sur place acceptent même déjà ma présence. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut apprendre à comprendre les signes et savoir interpréter ce qui va avec. Mais oui, mais est-ce que tu as déjà entendu dire qu'un sacrifice n'a pas attiré des fourmis? Oui, bien sûr, ça existe. Et cela signifie donc que les ancêtres n'ont pas accepté, ou ça a été mal fait? Justement, c'est ce que j'allais ajouter. Les ancêtres n'acceptent pas parce que soit cela a été mal fait, soit le sacrifice a été offert à la mauvaise personne. Il arrive aussi que pour un sacrifice de coq ou de poule, comme on dit, lorsqu'on jette la poule à cet endroit sacré, elle ne s'envole pas, elle ne bouge pas. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ceci intervient généralement lorsqu'on donne la poule de chance, la poule de chance du destin. Oui, du destin. C'est une poule qui est placée sur la tête, du requérant. Oui. Et après avoir fait des plaidoiries, n'est-ce pas, la poule doit s'envoler toute seule. Oui. Mais avant de s'envoler, elle doit faire caca. Oui. Avant de s'envoler. Si elle ne s'envole pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Les esprits ne sont pas d'accord. Donc cette poule n'est pas acceptée. Quand c'est comme ça, il faut encore faire de la plaidoirie, il faut parler, il faut supplier, il faut. Et si jusque-là, la poule ne part pas, tu reprends ta poule, tu ressors du lieu sacré, tu rentres chez toi, chercher d'abord à te purifier. Ça peut être dû à beaucoup de choses. Hein. Vous ne pouvez par exemple pas aller faire des sacrifices si vous êtes sale spirituellement. Il faut d'abord être propre, il faut être purifié. Ceux qui ont le noir cœur, qui passent le temps toujours à souhaiter le malheur des autres, toujours vouloir que les autres échouent, qui passent le temps à mal parler. Et puis qui veulent du mal à leur prochain. Qui font du mal. Vous détestez votre projet et puis vous voulez aller demander les bénédictions aux esprits. Vous croyez que ça va marcher? Comment ça peut pas marcher? Donc parce que c'est des cas que j'ai vécu. Hein. J'ai vécu à des poules qui n'ont pas bougé de la tête du requérant. C'était assez cocasse. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf littéraire et même traditionnel. Notre invité est toujours Mwambe Siak et Koyep, qui nous a donc omis ce beau livre, le culte ancestral en Afrique, le crâne chez les Babilikés. Tome 1, cela signifie qu'il y aura un tome 2, un tome 3, un tome 4. Est-ce que c'est déjà en route? Le tome 2 est en cours. Ouais, le tome 2 est en cours. Pour le tome 3, je ne sais pas. Mais je compte bien me limiter aux 2 parce que le travail il est assez costaud. Oui, costaud. Il est vraiment costaud, il est consistant. Vous savez, c'est un travail qui nécessite une présence sur le terrain. Ce qui est contraire à un roman. Par exemple, on s'assoit, on a une inspiration. On imagine. Et puis on imagine, on écrit. Ça, c'est un essai. C'est pas un roman comme un recueil de poèmes. Donc il faut être sur le terrain parce que écrire aussi, c'est une très grande responsabilité. Tout à fait. Il ne faut pas raconter des choses tirées des cheveux. Il faut raconter des choses concrètes. Donc le tome 2 est assez cocasse, mais bon, on donnera le maximum avec l'aide des ancêtres. C'est un travail intemporel. Dans 30 ans, dans 50 ans, on en aura encore besoin. Ça ne sert à rien d'en faire 10 millions. Il faut en faire 1, 2, mais avec du bon travail, comme Exactement. tu dis. Donc, merci à toi d'avoir permis à nos frères africains, à nos frères bamileke de comprendre certains rites et surtout de les interpeller, de retourner aux sources. Voilà. Sache que tu es éternellement le bienvenu ici, toi l'Italo Bamileke là. Tu es éternellement le bienvenu sur JMT Plus tant que tu fais du bon travail comme ça. Hein. Merci beaucoup. On donnera le maximum pour rester sur la droite ligne et ne pas décevoir. Je ne finirai pas cette émission sans remercier Étienne Guessop Lekan, CEO de l'entreprise Acto Consulting, sans qui tu ne serais pas. Je ne serai pas présent ici et j'en profite aussi pour lui dire un grand merci et d'encourager, dire à tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, d'aller encourager son travail parce qu'en travaillant tous ensemble, nous sommes plus forts. C'est un aspect très important de notre force. C'est pour cela que je travaille avec lui, Étienne Nguessop Lekan, quelqu'un de formidable. CEO d'Acto Consulting. Acto Consulting, vous trouverez sur Google. AKTO. Voilà, AKTO Consulting. Vous gagnerez à travers avec cette entreprise qui fait dans du high-tech, qui est une solution pour beaucoup d'entreprises basées en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Bref, allez sur le site d'Acto Consulting et vous découvrirez beaucoup de choses qui permettront à vos entreprises de grandir ou de se stabiliser. Chers téléspectateurs du bœuf littéraire traditionnel aujourd'hui, merci pour vos attentions. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, procurez-vous ce livre,
via ces numéros de téléphone et ces liens. À très bientôt. Bye bye. Bye. Bye, merci.